Au sanctuaire de la faune des Pics d'Argent, un refuge pour animaux sauvages à but non lucratif géré par le couple Jeanne et Michel Dubois, Léon, le cougar adulte aux oreilles affûtées et au corps puissant, semblait avoir oublié qu'il était un prédateur sauvage. Au lieu de cela, il considérait le vieux canapé en cuir comme son trône personnel, regardait la télévision la tête légèrement inclinée et accueillait les visiteurs familiers avec une confiance amicale. Léon avait été sauvé à l'âge de 4 mois, effrayé et frêle après avoir été orphelin et avoir lutté pour survivre à un incendie de forêt. Pendant 3 ans, ce prédateur de 72 kilos s'était intégré à la famille, occupant les endroits les plus chauds du salon et regardant la télévision avec aisance. Mais lorsqu'une inspectrice stricte de la faune est venue inspecter, tout a changé. Elle a déclaré que son carnet était rempli de notes défavorables. C'était contre nature et potentiellement dangereux. Et lorsque la décision finale serait prise, le cougar serait-il séparé de la seule maison qu'il ait jamais connue? Voici l'histoire d'un cougar qui a brouillé la frontière entre sauvage et domestique, et du combat pour protéger un lien qui dépassait toutes les attentes. Dans les contreforts des Rocheuses, où les forêts de pins s'étendent jusqu'à l'horizon, Jeanne et Michel Dubois vivaient dans une simple maison en rondin. Tous deux avaient été gardes forestiers pendant des décennies, habitués à l'odeur de la résine de pin, au chant matinal des oiseaux et aux appels d'urgence à toute heure. Après une retraite anticipée, ils ont créé le sanctuaire de la faune des Pics d'Argent, un refuge pour les animaux blessés ou abandonnés n'ayant aucune chance de retourner dans la nature. Un soir de fin d'été, le téléphone a sonné. À l'autre bout, une équipe de recherche sur la faune parlait avec urgence. Un petit cougar avait été trouvé près d'une forêt ravagée par un incendie la semaine précédente. Il n'avait que 4 mois, était mal nourri, avec une patte brûlée. Sa mère était morte en essayant de le protéger des flammes. La population locale de cougars s'était déplacée, le laissant seul. Sans intervention immédiate, le petit ne survivrait pas. Jeanne n'a pas eu besoin de regarder Michel pour savoir qu'ils iraient. Leur vieux pick-up transportait des sacs de secours, des couvertures, du lait maternisé et des trousses de premiers soins vétérinaires, filant dans la nuit entre des rangées de pins encore marquées par les brûlures. Le petit animal fut placé dans une caisse en plastique, les yeux ternes, la respiration lourde. La fourrure autrefois épaisse et brun doré du prédateur des montagnes était maintenant couverte de cendres, roussie par endroits. Quand Jeanne s'est agenouillée, il n'avait plus la force de résister, laissant seulement échapper un faible gémissement. Elle l'a enveloppé dans une couverture, le soulevant comme s'il était un enfant. « Nous l'appellerons Léon », a-t-elle murmuré. Michel a jeté un coup d'œil et hoché la tête. Ce n'était pas seulement un nom. C'était une promesse qu'il se battrait pour lui. Dans la petite salle de soins à côté du salon, Léon fut placé sur un matelas recouvert de couvertures chaudes. Michel a traité les brûlures, les nettoyant et les pansant. Jeanne lui a administré du lait goutte à goutte. La nuit s'étirait, le bourdonnement des insectes à l'extérieur se mêlant à sa respiration laborieuse à l'intérieur. Parfois, Léon restait presque immobile, et Michel murmurait qu'il pourrait ne pas survivre. Mais Jeanne secouait la tête, les yeux fixés sur la petite créature. « Il a besoin de savoir que quelqu'un croit en lui », disait-elle doucement mais fermement. Ils sont restés éveillés à tour de rôle pendant plusieurs nuits, le gardant au chaud avec des packs chauffants, vérifiant chaque souffle, chaque gémissement. Le 4e matin, lorsque la première lumière a filtré à travers le cadre en bois, Léon a bougé. Il a ouvert les yeux plus longtemps, léchant faiblement le bout du doigt de Jeanne. Un petit signe, mais assez pour allumer une lueur d'espoir. Dès lors, Léon s'est progressivement rétabli. Ses brûlures ont cicatrisé. Une nouvelle fourrure a poussé pour couvrir les cicatrices. Son corps mince a commencé à reprendre du muscle, et ses yeux dorés brillaient davantage chaque jour. Mais ce qui a étonné les Dubois, ce n'était pas sa guérison physique, mais son comportement. Au lieu d'éviter les humains, il suivait Jeanne partout. Quand elle entrait dans une autre pièce, il la suivait en boitant, déterminé. Quand Michel s'asseyait dans son fauteuil, Léon essayait de grimper à côté de lui. Ils avaient préparé un grand lit pour animaux près de la cheminée, mais quelques jours plus tard, Léon a choisi son propre endroit. Il a sauté sur le vieux canapé en cuir, s'y installant exactement là où Michel avait l'habitude de s'asseoir. Au début, Michel a ri et secoué la tête, mais Jeanne a caressé son dos et souri en signe d'acceptation. Dans le modeste salon au cœur de la forêt, le murmure des pins à l'extérieur se mêlait à la respiration régulière du petit. Il avait survécu. Il avait trouvé sa première et unique maison. Et pour les Dubois, Léon n'était pas seulement un sauvetage. Il était un rappel que la compassion, bien placée, peut sauver une vie. Léon a grandi plus vite que Jeanne et Michel ne l'avaient imaginé. En quelques mois, le petit autrefois maigre était devenu un jeune mâle musclé, son pelage brun doré brillant sous le soleil. Mais ce qui les a le plus surpris, c'était la manière dont Léon avait choisi de vivre dans leur maison. Au lieu de garder ses distances avec les humains comme les autres animaux sauvages secourus, il considérait Jeanne comme son centre. Chaque fois qu'elle passait du salon à la cuisine ou sortait sur le porche en bois, Léon la suivait pas à pas.
Michel plaisantait souvent en disant qu'il n'avait plus un lion des montagnes dans la maison, mais un gros chien avec de longues moustaches et des griffes acérées. Jeanne s'est habituée au pas silencieux derrière elle, comme si cette ombre brun doré était devenue une partie inévitable de la vie quotidienne. Au début, ils avaient placé un grand lit pour animaux près de la cheminée. Léon y dormait, roulé en boule comme un chat géant, respirant régulièrement dans la pièce en bois chaude. Mais quelques semaines plus tard, cet endroit ne suffisait plus. Un soir, dès que Michel a quitté son canapé en cuir familier, Léon a bondi, s'étirant pour prendre la place. Il s'est enroulé, sa queue épaisse drapée sur le côté, les yeux mi-clos comme pour déclarer « c'est mon nouveau trône ». Dès lors, personne dans la maison ne considérait plus le canapé comme le leur. Dans ce salon, Léon a révélé une autre habitude étrange, regarder la télévision. Quand l'écran s'allumait, il levait la tête, les oreilles dressées, les yeux attentifs. Les programmes sur la faune captaient particulièrement son intérêt. Chaque fois qu'un autre cougar apparaissait, il se redressait immédiatement, les yeux suivant l'écran, émettant un son grave, mi-grognement, mi-appel distant. Jeanne se souvenait de la première fois qu'elle l'avait vu. Elle était à la fois surprise et émue. « Peut-être qu'il reconnaît les siens », a-t-elle murmuré, tandis que Michel soupirait. Mais ce genre n'existe plus que sur un écran. Les programmes sur la faune captaient particulièrement son intérêt. Chaque fois qu'un autre cougar apparaissait, il se redressait immédiatement, les yeux suivant l'écran, émettant un son grave, mi-grognement, mi-appel distant. Jeanne se souvenait de la première fois qu'elle l'avait vu. Elle était à la fois surprise et émue. « Peut-être qu'il reconnaît les siens », a-t-elle murmuré, tandis que Michel soupirait. Mais ce genre n'existe plus que sur un écran. Puis est venue une nouvelle routine, les soirées cinéma. Après le dîner, dès que Michel allumait la télévision, Léon grimpait sur le canapé, se roulant dans un coin, les yeux dorés mi-clos, mais les oreilles bougeant à chaque son. Quand l'odeur du pop-corn flottait dans la pièce, il levait la tête, reniflait, puis grognait doucement, réclamant sa part. Jeanne riait en voyant un énorme lion des montagnes prendre délicatement du pop-corn dans sa main, mâcher lentement, puis poser sa tête sur ses genoux comme un animal domestique. Une fois, Michel a essayé de changer de chaîne au milieu, Léon a grogné profondément, le regardant comme s'il était dérangé. Michel a capitulé, revenant en arrière. « Dans cette maison, » a-t-il marmonné, « c'est lui qui décide du programme du soir. » Les nouvelles à propos de Léon ont commencé à se répandre dans la communauté de la conservation. Certains anciens collègues des Dubois sont venus voir par eux-mêmes. Ils étaient stupéfaits de voir un cougar étalé sur un canapé comme un énorme chat, fermant même les yeux lorsque Michel passait à côté. Les experts ont confirmé ce que Jeanne et Michel avaient compris depuis longtemps. Léon avait été imprégné par les humains. Sa courte vie, la perte précoce de sa mère, combinée à des soins directs, l'avait amené à voir les gens comme sa famille. Il n'avait jamais appris la prudence, n'avait jamais affûté ses compétences de chasse. Leur lâcher dans la nature signifiait une condamnation à mort. Pour Jeanne. Cette conclusion était à la fois un réconfort et une tristesse. Ils avaient sauvé Léon, mais ils devaient aussi accepter qu'il n'appartiendrait jamais vraiment à la nature. Il n'avait plus de chemin vers les siens dans la forêt. Il devait faire du sanctuaire des Pics d'Argent son foyer et aussi la barrière qui le protégeait du danger lorsqu'il était trop près des autres humains. Mais un fait ne pouvait être nié. Léon grandissait très vite. Après un an, il pesait plus de 45 kilos. Ses pas étaient fermes. Un seul bond pouvait casser une chaise en bois. Après 2 ans, il dépassait les 68 kilos, les muscles gonflés, les dents brillantes, les griffes acérées comme des couteaux. À 3 ans, il atteignait la taille adulte. Un lion des montagnes géant pesant près de 72 kilos, long de plus de 2 mètres, queue comprise. Pourtant, dans son esprit, Léon restait l'animal de compagnie autorisé à s'allonger à côté de Jeanne sur le canapé, demandant toujours du pop-corn, grognant chaleureusement lorsqu'on le grattait derrière les oreilles. Parfois, Michel le regardait avec inquiétude. Un seul coup de patte imprudent pouvait causer des blessures. Mais ensuite, il se souvenait de cette première nuit, lorsque sa vie était comme une bougie sur le point de s'éteindre dans les bras de Jeanne, et de ce premier coup de langue sur son doigt. Il savait que l'abandonner n'était jamais une option. Ils ont renforcé les mesures de sécurité. Un grand enclos extérieur a été construit juste à côté de la maison, relié au salon par une porte spéciale. Léon pouvait passer entre 2 mondes, une cour herbeuse avec des troncs pour grimper, un petit bassin pour se tremper, et le salon chaleureux avec le canapé en cuir familier. C'était le seul équilibre possible pour un lion des montagnes avec l'âme d'un animal de compagnie. Des jeunes volontaires venaient aider au sanctuaire. D'abord craintif, mais en quelques jours, il réalisait que Léon n'agissait pas comme un animal sauvage. Lorsqu'il rencontrait des personnes familières, il sautait souvent, tournait autour de leurs jambes une fois, puis retournait lentement au canapé comme un rituel de salutation. Certains riaient en sentant un lion des montagnes géant frôler leurs jambes, à la fois étonnés et émus. Pour les Dubois, ces habitudes étaient à la fois une joie et un fardeau. Ils comprenaient qu'avec chaque jour qui passait,
Léon prouvait davantage qu'il ne pourrait jamais retourner dans la nature. Et chaque jour, il grandissait, devenait plus fort, rendant la question de la sécurité impossible à ignorer. En caressant son pelage lisse, sentant le grondement profond dans sa poitrine, Jeanne ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter pour l'avenir. Un lion des montagnes de 72 kilos, vivant comme un animal de compagnie. Une telle chose n'était jamais apparue dans un manuel de conservation. Mais en le regardant, roulé sous la lumière, la tête posée sur sa main, elle ne voyait qu'une simple vérité. Léon n'était pas un cas dans un manuel. C'était une vie liée à leur famille. Et peu importe ce que le monde pensait, pour Jeanne et Michel, Léon n'était pas seulement un cougar. Il faisait partie de leur foyer. Le jour de l'inspection est arrivé plus tôt que Jeanne ne l'avait prévu. Le matin était clair, de fins nuages flottaient au-dessus des pics d'argent. Les forêts de pins dans la vallée étaient encore vertes, mais son cœur était inquiet. Léon fut placé dans l'enclos extérieur avec un petit bassin et des troncs pour grimper. Le lion des montagnes géant s'étirait sur un rocher plat, la lumière du soleil faisant briller son pelage brun doré, les yeux plissés dans le calme. Pour Jeanne, ce spectacle était familier et réconfortant. Mais elle savait que, pour une nouvelle inspectrice, cela pourrait devenir une preuve contre lui. Un véhicule gouvernemental remonta la route de terre, soulevant de la poussière. L'officier Renard descendit, soigné dans son uniforme, les cheveux soigneusement attachés, un carnet pressé contre sa poitrine. Ses yeux froids balayaient la cour, notant chaque détail. Derrière elle se tenait un vétérinaire d'État, plus calme, avec un regard plus doux. Jeanne et Michel les accueillirent, essayant de sourire, bien que tendu à l'intérieur. Renard commença par vérifier les permis, les dossiers médicaux, les notes sur l'alimentation, posant des questions rapides, son stylo traçant des traits audacieux sur le papier. Lorsqu'ils atteignirent l'enclos extérieur, Léon leva la tête immédiatement, reconnut Jeanne et descendit doucement, le dos arqué, la queue oscillante. Aucune peur, aucun évitement, seulement une confiance naturelle envers les humains. Renard fronça les sourcils, son stylo s'arrêtant. « C'est exactement ce qui m'inquiète, » dit-elle brièvement. Un lion des montagnes sauvages ne doit pas se comporter comme un animal de compagnie. Jeanne expliqua lentement, la voix stable. Léon avait été imprégné avant d'arriver chez eux, confirmé par de nombreux experts. Le forcer à retrouver ses instincts de chasse serait une condamnation à mort, mais ces mots ne firent que pousser Renard à serrer ses papiers plus fort. Ils retournèrent à l'intérieur. Jeanne ouvrit la porte reliant l'enclos extérieur au salon. Léon entra immédiatement, la tête haute, allant directement au canapé familier. D'un bond léger, il s'étira, occupant son coin préféré, les yeux jetant un regard aux nouveaux invités sans tension. Renard écrivait, secouant la tête. C'est exactement le problème. Un lion des montagnes ne doit pas s'allonger sur un canapé dans un salon humain. Ce comportement est totalement inapproprié pour l'espèce. Le moment le plus tendu survint lorsque la porte s'ouvrit et qu'une jeune volontaire entra avec des documents. Léon bondit soudainement du canapé, se dirigeant vers elle. Renard, surprise, les yeux écarquillés, serra son carnet comme pour se défendre. Mais à cet instant, Léon ne fit que tourner autour de ses jambes, frôlant légèrement, puis retourna calmement au canapé, posant sa tête comme si rien ne s'était passé. La jeune fille rit, agitant la main, il fait toujours ça. C'est sa façon de saluer les gens qu'il connaît. Renard resta immobile, le visage sévère, mais visiblement troublé. La pièce devint silencieuse. Le lion des montagnes de 72 kilos venait de prouver ce que Jeanne et Michel disaient depuis des années. Il n'était plus un prédateur dangereux, mais une créature marquée différemment, forcée de vivre entre deux mondes. Après plus d'une heure d'inspection, Renard et le vétérinaire sortirent pour discuter. Jeanne et Michel se tenaient sur le porche, observant chaque geste. Lorsqu'ils revinrent, Renard conserva son expression dure. Selon les réglementations standards, garder un cougar ainsi est inacceptable, commença-t-elle. L'air devint lourd. Jeanne sentit son cœur battre. Michel serra sa main plus fort. Une longue pause. Puis Renard continua. Cependant, il est clair que Léon est un cas exceptionnel. Les dossiers d'experts le confirment. Et ce que nous avons vu aujourd'hui montre qu'il ne peut pas retourner à l'état sauvage. Vous pouvez le garder ici, mais à certaines conditions. Des dossiers complets sur son comportement et sa santé, et un programme éducatif construit autour de l'histoire de Léon. S'il vit différemment, que le public comprenne pourquoi. Jeanne faillit s'effondrer de soulagement. Michel hocha la tête fermement, promettant de répondre à chaque exigence. Ce soir-là, le salon brillait à nouveau d'une lumière chaude. Jeanne s'assit sur le canapé. Léon se roula à côté d'elle, mâchant lentement du pop-corn. Michel s'assit en face, les documents de l'inspection encore sur la table, mais ne comptant plus. Au lieu de cela, il regardait la scène familière qu'il avait craint de perdre.
Un foyer, c'est là où l'on est compris, dit-il, la voix basse. Et Léon l'a su avant nous. Jeanne sourit doucement, caressant le pelage épais, sentant le grondement régulier dans sa poitrine. Dehors, la nuit couvrait la forêt verte, un cougar sauvage peut-être commençant une chasse. Mais ici, Léon était allongé tranquillement sur le canapé, non pas comme un prédateur, mais comme un membre de la famille. Son histoire est devenue la preuve d'une vérité difficile. La frontière entre naturel et non naturel n'est jamais claire. Parfois, la compassion transcende les espèces, et l'acceptation, aussi différente soit-elle, n'est jamais vaine. En biologie comportementale, il existe un concept appelé l'imprégnation. Chez de nombreux mammifères, les premiers stades de la vie sont décisifs lorsque les jeunes apprennent à reconnaître leur mère, leur groupe et les signaux de survie dans la nature. Si ce processus est interrompu, l'animal peut lier son existence aux humains plutôt qu'à ses congénères. Dans de tels cas, la réintroduction dans la nature n'est plus un choix humain, car cela signifie presque certainement la mort. Tels cas ne sont pas rares. En Amérique du Nord, des ours noirs orphelins ont grandi près de stations de secours, où de jeunes aigles sont devenus si familiers avec les humains qu'ils ont perdu leur peur, forcés de vivre le reste de leur vie dans des environnements semi-sauvages. En Afrique, de nombreux lionceaux orphelins par le braconnage ont été gardés dans des sanctuaires parce qu'ils n'ont jamais appris assez de compétences pour survivre indépendamment. Ils sont devenus des histoires exceptionnelles, ni totalement dans la nature pure, ni animaux domestiques. Et la science de la conservation moderne souligne que le bien-être individuel doit aller de pair avec l'objectif de protéger les populations. Nous protégeons les écosystèmes pour maintenir l'équilibre, mais nous devons aussi accepter que certains individus ne se réintégreront jamais. Pour eux, la meilleure solution n'est pas de les renvoyer dans la forêt, mais de créer une zone frontière, des refuges où ils sont soignés en sécurité et deviennent des histoires éducatives vivantes pour la communauté. Léon fait partie de cette zone frontière. Il ne fragilise pas la définition de sauvage, mais nous rappelle que le sauvage a de nombreuses couches, de nombreuses exceptions. Et ces exceptions, lorsqu'elles sont racontées, aident les gens à comprendre plus profondément que la nature n'est pas seulement écrite par des lois de survie impitoyables, mais aussi par la manière dont nous choisissons de répondre aux cas hors normes. Et la science peut expliquer pourquoi Léon ne peut pas retourner dans la forêt. Mais le sens plus profond est celui-ci. Des créatures comme lui deviennent des ponts entre deux mondes. Elles montrent que la conservation ne concerne pas seulement les écosystèmes, mais aussi les vies individuelles. Une preuve que la compassion et la science, ensemble, peuvent ouvrir une autre voie pour que la vie continue.